historique, promet ce matin Gabriel Attal. Il est revenu sur la proposition faite hier par Emmanuel Macron de supprimer la redevance qui le finance s'il est réélu. Emmanuel Macron, président et candidat, il était en déplacement pour la première fois de sa campagne hier dans les Yvelines. Le chef de l'État ne souhaite pas débattre avec les autres candidats avant le premier tour de l'élection présidentielle. Le ciel sera couvert cet après-midi de la Bretagne au sud-ouest de la France. Sur le reste du pays, le temps sera ensoleillé, entre 10 et 15 degrés au maximum prévu cet après-midi par Météo France. France Culture, l'esprit d'ouverture. L'économie se met en musique sur France Culture, du classique au hip-hop en passant par la scène électro. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocking. À l'époque des Lumières, comment les musiciens et les compositeurs se sont-ils professionnalisés à mesure que la musique devenait un divertissement? Comment expliquer l'ascension du hip-hop qui domine aujourd'hui l'industrie musicale? Et comment la scène électro, autrefois marginalisée, a-t-elle créé sa propre économie? Entendez-vous l'écho? Du lundi au vendredi à 14h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel? Pour les personnes de 18 ans et plus, dès 3 mois après la dernière injection. Pour les personnes de 12 à 17 ans, dès 6 mois après la dernière injection. N'attendez pas. Prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.santé.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. 9h06, restez à l'écoute de France Culture. Tout de suite, le cours de l'histoire. Bonjour Xavier Mauduit. Bonjour Margot Delpierre, bonjour à toutes, bonjour à tous, Xavier bienvenue. Mauduit, est-ce que vous êtes là pour le cours de l'histoire? Je suis là, Margot Delpierre, vous m'entendez? Je vous entends Sublime. parfaitement. Donc nous pouvons faire de la radio. Si nous nous entendons, c'est déjà magnifique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Toute la semaine le cours de l'histoire s'intéresse à l'histoire de l'Ukraine. Comment l'Ukraine est-elle née? Quand Kiev est-elle devenue capitale, direction l'Ukraine médiévale? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La Russe de Kiev, chronique des temps passés, une histoire qui nous conduit à Novgorod et à Kiev. Nous y croisons des Varegs, des Khazars, des Slaves. Nous rencontrons Yuki, on va corriger vite fait ce nom, qui est-il? Vladimir, Yaroslav et Anne de Kiev. Une histoire ancienne, la chronique des temps passés, qui surgit dans l'actualité. Pierre Gonod, bonjour. Bonjour. Je posais la question, alors qui est Ryuki? Ryurik. Ryurik. Voilà. Donc, c'est le héros Vareg et russe qui est, d'après le récit des temps passés, donc cette première chronique de l'espace slave oriental, appelé, invité à régner à Novgorod, et le fondateur de la dynastie, cette dynastie qui se poursuit jusqu'à Ivan le Terrible et à son fils Fiodor, donc jusqu'en 1598. Donc c'est l'épine dorsale, on pourrait dire, et le mythe fondateur de cet État, la Rousse de Kiev, puis de la Russie moscovite plus tard. Alors, si nous partons de cet espace, un espace qui est fascinant en soi, puisqu'il s'agit d'un espace qui est un espace traversé, la réflexion, avant tout, est de demander qui était là. Qui était installé dans ce territoire qui aujourd'hui correspond à l'Ukraine et puis à l'ouest de la Russie. Et à la Biélorussie. Et à la Biélorussie, exactement. Alors, c'est très simple et c'est très compliqué. C'est-à-dire que dans cet espace, entre, on va dire, la mer Baltique et la mer Noire, à l'est de l'Europe, on a des tribus finnoises qui sont beaucoup plus loin au sud que la Finlande actuelle, donc qui arrivent jusque sur la l'Oka pratiquement. Il en reste quelques fragments. Et d'autre part, on va avoir des Slaves orientaux qui migrent, qui s'installent petit à petit et qui font souche. Et puis, on a vers le sud, sur les rives de la mer Noire, enfin disons au sud de Kiev,
on a toute une région traversée essentiellement par des tribus nomades et sous l'emprise des Khazars, donc cet empire khazar qui se constitue et qui, entre le 7e et les années 860, domine cet espace entre mer Noire et mer Caspienne. Nous faisons de la géopolitique médiévale et justement avec nous Constantin Zuckerman, bonjour. Bonjour. Au même moment, nous avons l'Empire byzantin. Au même moment, nous avons l'Empire byzantin qui commence à affronter, puisque les rencontres ne sont pas toujours pacifiques, qui commence à affronter les Rus, comme ils appellent les Russes, à partir des années 30 du 9e siècle. Donc c'est la première fois que, curieusement, ce ne sont pas les sources byzantines, mais au contraire, une chronique, la chronique carolingienne, qui mentionne une ambassade byzantine qui amène à la cour de Louis le Pieux, vers 839, un groupe des gens qui s'appellent les Rus, et qui s'avère être à l'interrogation des Suédois. Donc Louis le Pieux n'avait pas d'opinion sur les Russes, mais sur les Suédois, il avait une opinion très ferme. Et donc, malgré leur statut semi-diplomatique, puisqu'ils font partie de l'ambassade byzantine, ces gens sont tout de suite arrêtés. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est la première fois que nous avons une attestation nette et datée des contacts entre Byzance, puisque ces Rus étaient membres d'une ambassade arrivée précédemment à la cour byzantine, qui ne peut pas rentrer par le chemin qui les a amenés à Constantinople, et qu'on a décidé de faire retourner dans leur patrie par le royaume franc, ou l'empire à cette époque des Francs, et qui probablement ne sont jamais revenus. C'est une histoire mondiale, hein. Nous sommes passés de la Suède à Byzance, Constantinople, et hop, petit tour par le royaume ou l'empire franc. D'ailleurs, Pierre Gonod, qui sont ces Rus ? Alors, ça c'est la grande question. Donc ce sont, l'archéologie nous l'a montré et démontré, des Scandinaves qui vont petit à petit essaimer donc vers l'Est, vers l'Osterberg, comme ils l'appellent, la route de l'Est, et donc faire souche, s'installer. D'abord ce sont des comptoirs. Et puis petit à petit, les femmes aussi viennent, et puis petit à petit, des villes. Alors Gorod, le mot Gorod qui veut dire la ville, c'est d'abord un château, quelque chose, une enceinte fortifiée. Donc ça commence par Staraya Ladoga, tout à fait sur le lac Ladoga. On descend vers le site de la future Novgorod où il y a une première implantation, et Novgorod sera la ville neuve qui suivra. Et puis on descend petit à petit vers Smolensk, vers Kiev, où va s'implanter le centre politique, mais petit à petit. Et dans cette histoire, nous trouvons des Varegs aussi. Vers le sud-est, c'est-à-dire en Russie et au-delà, où les Scandinaves sont connus sous le nom de Varegs. L'expansion est à dominante suédoise. Ils apparaissent comme des marchands, transportant des fourrures et livrant des esclaves. Ils vont jusqu'en des régions du sud-est, où des voyageurs arabes les ont rencontrés. Arabes ? Oui, le professeur André Miquel nous en apporte le témoignage. Nous avons d'abord, au IXe siècle, le texte d'un géographe qui nous parle des marchands russes, c'est-à-dire en fait des Varegs. Il nous explique que ces gens-là viennent depuis le pays des Slaves, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, et qu'ils descendent. Ils descendent par la Volga jusqu'à la mer Caspienne, où ils s'embarquent, et au sud de la mer Caspienne, ils déchargent leurs marchandises dans l'angle sud-est, et de là, ils s'enfoncent sur le plateau iranien et jusqu'à Bagdad, où là, ils retrouvent une autre place de commerce largement ouverte vers les mers de l'Est.
C'est en 1980 que la télévision française FR3 s'intéressait aux Varegs. Et oui, il y avait des émissions sur les Varegs à la télévision. Pierre Gonod, alors les Rousses, c'est intéressant d'évoquer ce nom de Rousse parce qu'il fait écho à notre actualité, les Russes. Varegs, donc Varegs, Rousse, on peut dire que nous sommes très c'est toute proches. la question. C'est-à-dire que dans le récit des temps passés, selon les versions, Rousse égale Vareg, c'est synonyme, ou bien il y a parfois une dissociation. Mais la version qui semble la plus fiable les assimile complètement. Et donc après, sur l'étymologie des mots, alors la première, bon, Constantin pourra me contredire s'il le veut, la première pour les Varegs, ça désigne une expédition commerciale. C'est ceux qui sont associés dans une expédition commerciale. Et alors, quant aux Rousses, il y a deux hypothèses. Soit ce sont les rameurs, puisqu'ils partent en bateau. Et d'autre part, l'autre, c'est le nom Ruotsi que les Finlandais, ou les Finnois, si vous voulez, donnent à ces Suédois qui passent et qui sont parfois pas très amicaux vis-à-vis d'eux. Donc, c'est par l'intermédiaire finnois que les Slaves, établis à Novgorod et ailleurs, auraient emprunté ce mot de Russe. Mais on fait une grosse différence, et tout le monde, les Arabes et les autres, entre Russe et Slave. C'est pas les mêmes. Voilà, ce ne sont pas les mêmes. Constantin Zuckerman, alors pareil, hein, vu de Byzance, tous ces gens-là, qui sont-ils? Ce sont des gens potentiellement menaçants, mais aussi avec qui l'on peut faire du commerce. Vu de Byzance, la distinction entre les Russes et les Varegs est quand même nettement plus claire. Je dirais même qu'elle peut être aussi bien tracée dans le récit du temps passé, mais ça c'est un débat long. Vu de Byzance, les gens qui arrivent de l'Ukraine, disons, de la Russie actuelle, s'appellent les Russes. Le terme Vareg n'est pas attesté avant le XIe siècle. Donc, du point de vue byzantin, il y a une succession très claire entre les Russes et les Varegs sont des ennemis, mais de ce fait également des mercenaires potentiels. Donc, les Byzantins ont très vite appris à convertir les ennemis en mercenaires, notamment en recrutant les prisonniers de guerre. Ah oui. C'était le premier cas attesté des Russes, ou les Ross comme les Byzantins les appellent, mais la forme russe est sans doute plus originale, au service de Byzance. C'est en 910 et ce sont clairement des prisonniers recrutés, tout de suite envoyés en Syrie. Histoire mondiale, nous disions. Voilà, et comme j'ai fait remarquer dans une notice que j'ai publiée il y a 2 ans, la première implantation, la première attestation des Russes dans la région de Méditerranée correspond exactement à la région où les bases militaires russes sont actuellement installées en Syrie. Les Russes adorent la continuité. C'est exactement la région qu'ils ont dévastée en 910. Et ensuite, à partir du début du XIe siècle, on ne parle plus des corps russes ou des mercenaires russes, mais on commence à parler des Varegs, qui sont des gens venus de Scandinavie. Là, la distinction, encore une fois, est claire. Les Russes viennent de la région de Kiev, de l'Ukraine actuelle. Les Varegs arrivent des régions plus au nord, donc ce sont des Scandinaves. Je voudrais qu'on dise un mot du mot viking d'ailleurs. Parce que dans cette histoire, Pierre Gonod, c'est vrai que nous imaginons tout de suite venus de Scandinavie des gens vikings. Le viking en soi n'est pas un peuple, le viking c'est plutôt une activité de commerçants, d'explorateurs, de guerriers. C'est ça. Et effectivement, on voit qu'il y a des strates différentes de ces implantations. Et que, par exemple, à l'époque de Vladimir, celui qui va être le prince de Kiev et qui va convertir son peuple slave et non slave au christianisme orthodoxe, eh bien, il fait venir des Varegs. Il en a besoin, des mercenaires. Après, il en a trop, donc il s'en débarrasse. Mais on recrute encore des nouveaux Varegs parce qu'on a besoin de forces supplémentaires. Oui. Donc c'est un mouvement qui est sur plusieurs siècles.
Et pour essayer de saisir ce mouvement, l'historien dispose d'une source magnifique, la chronique du temps passé. Les Tchouds, les Slaves, les Krivitch et d'autres peuples réunis dirent alors au prince de la Varégie : notre pays est grand, et tout y est en abondance, mais l'ordre et la justice y manquent. Venez prendre possession du sol et nous gouverner. 3 frères Vareg réunirent leurs familles et vinrent en effet occuper la Slavonie. Ils abordèrent donc chez les Slaves, dans le pays desquels ils bâtirent la ville de Ladoga. Le plus âgé des 3, Yurik, fixa sa résidence le long des rives du fleuve de ce nom. 2 années après, Sinéus et son frère Trouvor vinrent à mourir. Yurik, alors, resta seul maître du pays. Il se rapprocha du lac Ilmen et bâtit sur les rives du Volchou la ville de Novgorod. Pierre-Marie Baudouin qui nous lisait cet extrait de la chronique des temps passés. Pierre Gonod, chronique des temps passés, alors essentielle bien sûr pour une lecture peut-être légendaire, voire mythique, d'une ville. Alors cette ville, c'est la ville nouvelle, vous l'avez déjà cité, c'est Novgorod. Donc Novgorod, ville nouvelle, si elle est nouvelle, c'est qu'il y en avait d'autres, mais vous l'avez dit, il y en avait des anciennes. C'est quoi cette ville de Novgorod ? Vous avez consacré un ouvrage publié au CNRS Éditions à Novgorod, Histoire et archéologie d'une république russe médiévale. Oui, donc là, il faut combiner à la fois le récit des temps passés, que certains parfois ont voulu lire vraiment ligne à ligne et essayer de faire coller complètement à l'autre source. Bon, il y a les sources franques et arabes, grecques, mais qui nous donnent des petits éclairages ponctuels, et sinon avec l'archéologie. Donc ce que l'archéologie nous dit, c'est que effectivement Ladoga est le premier point d'implantation dans les années 750, puis vers 820, il y a Gorodiche, où le château, qui est pas très loin de Novgorod, à 2 kilomètres, mais qui est un petit promontoire fortifié. Et ça va rester l'implantation des Russes jusque dans les années 860-70, où cette implantation est une première fois détruite, ce qui correspondrait au moment où donc ces peuples tributaires des Russes Vareg les auraient chassés. Puis après, ce serait en quelque sorte repenti en disant, on n'arrive pas à se gouverner. Alors ça, c'est le grand problème, parce que plus tard, on va dire, ça veut dire que les Russes, les Slaves ne savent pas se gouverner, et qu'ils ont toujours besoin de quelqu'un pour les tenir. Donc, je referme la parenthèse. Et donc, ils appellent Rurik et ses frères. Alors, Rurik s'installe, et alors, selon les sources, à Ladoga ou à Novgorod, mais on voit bien qu'il y a une deuxième implantation, et que, pour faire court, la cité nouvelle, Novgorod, commence à se bâtir, à se construire à partir de quartiers séparés, probablement de quartiers avec des peuples différents, vers 950. Et là commence le destin de cette ville assez exceptionnelle dans toute l'histoire de la Russie médiévale. Oui, un destin exceptionnel dans cette Russie médiévale, car il faut le rappeler, Novgorod est aujourd'hui en Russie. Oui, tout à fait. C'est important parce que vous nous dites que le déplacement se fait ensuite vers Kiev, aujourd'hui en Ukraine. Il y a cette histoire commune. Je me permets, Pierre Gonod, de faire tout de suite un écho à l'actualité pour rechercher l'ancienneté. On sait bien que dans la création des identités nationales, c'est l'ancienneté. Alors, Novgorod serait à l'origine ? Oui, c'est-à-dire Novgorod est le premier point où, d'après la chronique, Rurik fait souche, s'installe, puis il meurt, il laisse un fils, mais un fils très jeune, et un tuteur, appelé Oleg, donc le fils s'appelle Igor, le tuteur Oleg, et c'est Oleg qui va transporter le centre vital, la capitale, vers Kiev. Alors, dans le récit des temps passés, ça se fait en 2 générations, et plus probablement, ça s'est fait entre 750, l'arrivée à Ladoga, et vers 900, l'implantation Vareg dans le faubourg de Kiev, dans la partie basse de Kiev, le Podol, ou Podil. Et c'est dans cette période, vers 900, Constantin Zuckerman, que l'on peut dire qu'il y a alors l'art russe de Kiev. Quand on dit l'art russe de Kiev, que signifie russe ? Russe, dans les chroniques, c'est à la fois, c'est exactement le même terme, le même mot, qui indique le peuple et l'État.
ce qui crée une très grande ambiguïté, surtout lorsqu'on écrit en français. Russe capitalisé, russe sans capital, en bas de case. Mais en tout cas, c'est exactement le même mot. Donc c'est l'état de Russe et les peuples qui s'appellent Russes. Ah oui, le danger de la confusion, Pierre Gonod. Oui, c'est-à-dire que c'est comme les Francs qui ont donné leur nom à la Francia, qui n'est pas encore la France. On est bien d'accord, de même que la Rousse n'est pas la Russie. Oui, et puis alors... C'est très simple. Évidemment, la Russie revendique l'héritage de la Rousse. Oui. Mais pas seulement, l'Ukraine et la Biélorussie aussi. Eh oui, héritage contesté, enfin revendiqué par plusieurs, Constantin Zuckerman. Oui, il faut juste ajouter que le mot Rossiya, qui est actuellement utilisé pour désigner l'État russe, c'est un mot grec à l'origine. C'est un mot qui a été créé par les Byzantins pour désigner la province ecclésiastique. Celle de russe qu'ils appelaient Ros, et donc Rossiya, c'est le suffixe grec. Donc sinon, on serait resté dans cette ambiguïté de russe qui est à la fois peuple et État. Dans ce 9e, 10e siècle, Moscou. Si nous nous situons à Moscou, qui a-t-il Constantin Zuckerman, vous souriez. Il y a quoi là Très récemment, l'ambassade américaine à Kiev a fait une sorte de collage très amusant pour soutenir les Ukrainiens dans leur résistance et leur prétention à l'ancienneté, où il y avait des séries d'images parallèles. Kiev en 989, la belle église de la dîme qui venait d'être battue. Moscou, une forêt, n'est-ce pas? Le Kiev, un siècle plus tard, au XIe siècle, des bâtiments qui sont en partie conservés. Moscou, toujours la forêt, n'est-ce pas? Donc Moscou était une très petite ville à l'origine, fondée au milieu du XIIe siècle, si mon souvenir est bon. Oui. Plus précisément d'après la chronique en 1147. Voilà, c'est la première fois qu'on entend parler de Moscou, c'est 1147. Ah oui, on est longtemps après Novgorod ou Kiev. On est très très longtemps après Novgorod et Kiev, et en fait, l'importance de Moscou est due, disons, à la transplantation des centres de l'État russe à la suite de l'invasion mongole. Donc c'est une autre période. Oui, c'est une autre période. C'est 13e, 14e siècle. Ouais, non mais on voit ce glissement dans le temps qui est très intéressant, d'autant que la chronique des temps passés nous donne une lecture peut-être condensée de toute cette histoire. Pierre Gonod, vous nous l'avez dit, tout ça se passe par étapes, longuement. Comment pourrait-on caractériser l'organisation de cet État, enfin de la Russe de Kiev? Nous sommes dans un système féodal avec un suzerain et puis plein de seigneurs qui dépendent de lui. Alors, on en a beaucoup parlé du féodalisme à l'époque marxiste et on essayait de le dater et les dates variaient. Ce qu'on peut dire, pour faire peut-être une simplification, c'est que jusqu'en 945, on est dans un système d'une sorte de confédération de Vareg, avec Kiev qui a déjà un certain rôle prééminent, et donc ce prince Igor qui serait le fils de Rurik. Ça, c'est pas garanti du tout. Qui meurt brutalement, et dans la logique Vareg viking, eh bien, il aurait dû être remplacé par un autre chef. Puisque son fils, il en a un, Sviatoslav, qui a d'ailleurs un nom slave, c'est intéressant, parce que Ingor, c'est Ingvar, il faut pas oublier de le dire. Donc, ce fils n'aurait pas dû lui succéder, et en fait, il va y avoir cette régence, entre guillemets, exercée par Olga, la veuve de Igor. Et là, on commence à voir se solidifier les choses. C'est-à-dire, la capitale reste à Kiev, la dynastie reste en place, Sviatoslav va régner, puis après, Vladimir, l'un de ses fils, bon, il tuera ses frères, mais c'est pas grave. Et à partir de là, ça se solidifie. Et donc, Vladimir, on peut dire, entre 980 et 1015, va être un prince régnant à Kiev,
opérant la conversion au christianisme. Alors c'est le début, après il faudra que ça s'implante durablement. Et ce sont tous ces héritiers qui régneront sur Kiev et sur les principautés satellites qui petit à petit vont se constituer. Donc on aura un système avec Kiev et des satellites autour. Novgorod étant un peu à part parce que le prince de Kiev veut toujours garder la main sur Novgorod et il n'y aura pas de dynastie locale. Et ça facilitera petit à petit l'émergence d'une culture républicaine ou semi-républicaine à Novgorod. Très intéressant ça, de voir comment se construit aussi ces rivalités et comment ces rivalités, affermissent cette ville de Kiev qui devient vraiment capitale. Pierre Gonod, qu'est-ce qui fait de Kiev une capitale? Vous avez cité ce moment essentiel de la christianisation, de l'évangélisation de la région. Oui, alors il y a deux choses, on peut dire, c'est que avant Vladimir, donc il va vraiment stabiliser les choses, son père, Sviatoslav, lui était attiré par le Danube. S'il avait réussi, peut-être que la Rousse, ce serait la Rousse du Danube. La Rousse, quelque part aux confins de la Roumanie et de la Bulgarie actuelle. Mais les Byzantins, et ça Constantin pourra le confirmer, ont tout fait pour le chasser de là. Il est revenu et surtout il est mort. Et après, son fils Vladimir, quand il s'est établi à Kiev, en a fait vraiment le centre de ses États, a consolidé la ville elle-même, a implanté des nouvelles populations et a fait ce choix du christianisme qui se fait à un moment critique, où ça se fait aussi en Pologne, mais les Polonais choisissent le catholicisme, où ça se fait aussi au Danemark. Et donc, la Rousse choisit, et Vladimir choisit le christianisme, mais orthodoxe. Le christianisme orthodoxe avec des saints, bien sûr. Il y a Boris. Boris, ça résonne comme prénom encore aujourd'hui. Il y a Gleb. Ça résonne un peu moins, mais c'est joli. Gleb. Boris et Gleb furent les deux premiers saints russes officiellement canonisés. Et leur culte se répandit dans tout l'Orient byzantin, comme ici, à Tchernigov, où une cathédrale leur est dédiée. C'est le successeur de Vladimir, Yaroslav le Sage, qui construira la première cathédrale de Kiev. Comme à Constantinople, elle s'appellera Sainte-Sophie. Pour devenir vraiment russe, la liturgie aura aussi besoin de sa langue. Saint Cyril et Saint Méthode vont l'inventer et être ainsi à l'origine de l'alphabet cyrillique. En 2004, Vladimir et la naissance de la Sainte Russie présentée sur France 2. Constantin Zuckerman, nous avons la langue, nous avons la religion, l'orthodoxie, nous avons Sainte-Sophie à Kiev. Les liens sont très forts avec l'Empire byzantin. Oui, donc tout d'abord, il faut quand même corriger ce qui a besoin de l'être, n'est-ce pas? C'est nécessaire. Oui, voilà. Constantin Cyril n'a jamais inventé l'écriture cyrillique, n'est-ce pas? Ça, c'est quand même une erreur très implantée. C'est répandu, effectivement. C'est une erreur répandue. L'attribution de l'écriture cyrillique à Saint Cyril et le fait des slavophiles tchèques du 19e siècle. Constantin Cyril a inventé une très belle écriture qui s'appelle aujourd'hui glagolitique, qui est extrêmement complexe, qui a été abandonnée au Xe siècle, et les élèves de Constantin Cyril ont combattu cet abandon en disant justement, notre maître a inventé cette écriture parfaite, si bien adaptée à la langue slave, et vous la remplacez tout simplement par un alphabet grec à peine aménagé pour les besoins des Slaves. Donc non, Constantin Cyril n'a pas, Constantin de son nom monastique Cyril n'a pas inventé le cyrillique, et la Sainte-Sophie n'était pas la première cathédrale de Kiev. La première cathédrale de Kiev, c'était l'énorme église de la Dîme qui a été construite par Vladimir lui-même.
Et par malheur, elle a été brûlée par les Tatars, ou Mongols si vous voulez, vers 1240. Et donc elle ne peut pas impressionner les visiteurs de Kiev d'aujourd'hui, comme l'église de Sainte-Sophie, qui justement a été construite par la suite. Donc... mais que quoi qu'il en soit, les liens avec Byzance sont très étroits. L'écriture cyrillique et l'alphabet grec à peine aménagé pour les besoins des peuples slaves. Et l'église de Vladim est construite pour le premier métropolite qui arrive en Russie, en Russe, et qui est un grec, car les Grecs, curieusement, ont toujours insisté à ce que le chef de l'église russe vient de Constantinople. Et les tentatives des Russes pour imposer un chef de l'église slavophone ont toujours généré des conflits. Donc la Byzance a toujours gardé la main sur l'église russe. Pierre Gonod. Oui, effectivement, donc il y a une église de Rossia qui est créée, qui va englober tous les États de Vladimir, donc une très grande province. C'est la plus grande province ecclésiastique byzantine, en fait. C'est disproportionné par rapport à tout le reste. Mais c'est un grec qui la dirige, donc ça c'est important. Et alors les deux cathédrales, donc il y a celle de Vladimir dans la cité de Vladimir, qui est la première cité de Kiev, qui est assez petite au fond. Et Yaroslav va considérablement développer, il crée une deuxième ville, la ville de Yaroslav, ou la cité de Yaroslav, où il va créer cette Sainte-Sophie, avec aussi une porte d'or. Donc là, Kiev imite consciemment, à cette époque, et Constantinople et Jérusalem, puisque la porte d'or, c'est Jérusalem. Donc là, on voit que la christianisation franchit un pas. Alors évidemment, dans la capitale. Après, dans les campagnes profondes, ça va être beaucoup plus long. Oui, c'est une histoire qui se lie mondialement, nous l'entendons bien depuis que nous parlons, et qui se lie aussi dans le temps long, la Russe de Kiev, chronique des temps passés. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Rozmyślę pojma, czy pełnia dziewczęnu jak damski kozak. Tehaneczko moja, morhaneczko moja, tehaneczko, morhaneczko, czyli myślę mene. Tehaneczko moja, morhaneczko moja, tehaneczko, morhaneczko, czyli myślę mene. Daj, 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 Tehaneczko moja, morhaneczko moja, tehaneczko, morhaneczko, cielio byśmy mene. Tehaneczko moja, morhaneczko moja, tehaneczko, morhaneczko, cielio byśmy mene. Daj, 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 Що то за бандура, що не хоче грати? Що то за дівчина, що не вміє кохать? Циганочка моя, морганочка моя, циганочка, морганочка, чи любиш ти мене? Циганочка моя, морганочка моя, циганочка, морганочка, чи любиш ти мене? Tianoshka, c'est ce que chantent The Ukrainians. Les Ukrainiens, quoi. C'est un groupe d'accord britannique, mais qui
est ukrainien à la base et qui reprend des musiques traditionnelles ukrainiennes dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui, à la technique, Dali Yaha. La Russe de Kiev, chronique des temps passés. Pierre Gonod, cette Russe de Kiev disparaît. Cette Russe de Kiev s'effrite. Que se passe-t-il pour comprendre comment un territoire aussi imposant, qui a mis du temps à se construire, a du mal, mais ce qui est très compréhensible, à se maintenir? Alors en fait, il y a deux analyses. Il y a vraiment une analyse traditionnelle qui nous dit c'est le morcellement, féodal bien sûr, qui s'opère, c'est-à-dire qu'effectivement par les lois de succession, chaque fils d'un prince hérite d'un morceau de territoire. Donc on partage. Et c'était constitué des ensembles territoriaux locaux autour de Kiev, mais relativement imposants, donc Smolensk, Tchernigov, dont on parle, Tchernihiv actuellement, la Volhynie, Novgorod, etc. Et Vladimir Souzdal, tout à fait au nord-est, la future Russie. Mais ces ensembles eux-mêmes se fragmentent au fur et à mesure des partages successoraux. Alors, dans l'historiographie traditionnelle, on dit c'est le morcellement, l'affaiblissement, ce qui fait que les Russes n'ont pas été capables de résister à l'invasion mongole. Mais il faut dire tout simplement que personne n'a résisté à l'invasion mongole, et d'après certaines analyses plus récentes, au fond ce morcellement est aussi une forme d'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a des cités nouvelles qui se développent, il y a un développement au début du XIIIe siècle, et donc, le fait d'avoir un prince pour une nouvelle cité, au fond, c'est assez fonctionnel. Mais la défense, évidemment, face à un ennemi qui arrive avec 20 ans déjà d'expérience guerrière à travers toute l'Asie, qui a une armée absolument coordonnée et redoutable, alors là, c'est pas possible parce qu'évidemment, chacun va combattre séparément. Ryazan d'abord, Vladimir ensuite, après ce sera les cités du Sud, et elles vont tomber vraiment comme des dominos. Là, c'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, les Mongols ne s'arrêteront pas là, puisqu'on nous dit parfois que la Russie a arrêté les Mongols et donc épargné à l'Europe une grande invasion. Ça, c'est un mythe aussi complet. Oui, parce que les Mongols, au XIIIe siècle, continuent leur avancée. Dites-nous, Constantin Zuckerman, les Mongols arrivent, cette principauté de Kiev, cette Russe de Kiev disparaît. Mais comment ensuite est-on passé à une prééminence de Moscou? La prééminence de Moscou existe dans deux domaines. Donc, tout d'abord, c'est la prééminence politique qui est très largement due à une politique active des princes de Moscou qui c'est l'aspect qu'on souligne moins aujourd'hui, qui savent toujours trouver grâce aux yeux des Mongols. Donc en fait, l'art de régner en Russe du XIIIe, début du XIVe siècle, ce n'était pas d'être puissant, au contraire, c'était très dangereux. C'était d'être bien vu par les Mongols parce que le titre de grand prince russe était accordé par les Mongols. C'était une nomination. Donc les princes de Moscou, par divers moyens pas toujours très présentables aujourd'hui, savaient obtenir ce fameux yarlik. C'était le terme pour assumer la prééminence sur d'autres princes, et ils étaient en compétition avec d'autres princes, comme ceux de Tver par exemple, auprès de Mongols, donc pour obtenir ce fameux yarlik. Mais l'histoire politique, c'est tout à fait le domaine de Pierre. Les princes de Moscou ont aussi cherché à obtenir auprès de l'Église byzantine la prééminence ecclésiastique, qui était tout à fait essentielle et très difficile à obtenir, car le chef de l'Église russe, qui siégeait à Kiev depuis le règne de Vladimir, a quitté cette ville, et de son propre chef,
déménager à Vladimir, une ville qui n'est pas loin de Moscou, puis à Moscou. Et donc, ce qu'on voit de Byzance, c'est ce combat pour la reconnaissance de Moscou comme centre ecclésiastique légitime. Ceux qui occupent en réalité une large première moitié du XIVe siècle. Pierre Gonod, c'est vrai qu'elle est étonnante, cette bascule, parce que, de manière souriante, Constantin Zuckerman nous l'expliquait tout à l'heure, si l'on se place à Kiev et à Moscou à des moments différents, Moscou a longtemps été une forêt, alors que Kiev était déjà une ville, et il y a cette inversion, tout doucement, où Moscou prend l'ascendant sur Kiev. Oui, alors après, ça sera théorisé dans un grand récit qui est peut-être le proto-récit national russe. Ça s'appelle le livre des degrés de la généalogie impériale russe, donc, qui va de Vladimir jusqu'à Ivan le Terrible. Et où on va nous dire que, effectivement, quelque part au XIIe siècle déjà, il y avait des signes qui disaient que Kiev allait décliner, que Vladimir lui succéderait. Donc Vladimir, là, cette ville à côté de Souzdal, qu'on visite très souvent quand on fait le grand tour autour de Moscou, et puis Moscou. Mais ça, c'est évidemment donner du sens à l'histoire a posteriori. Au départ, on a Daniel, le premier prince de Moscou, qui est le fils cadet d'Alexandre Nevski et qui est un parent pauvre, vraiment, comme le disait Constantin. Et ce sont ses fils, Yuri et Ivan Ier, qui vont, grâce aux Mongols, en s'appuyant sur eux, en nouant des relations avec le métropolite chef de l'église russe, commencer à élaborer cette puissance moscovite, mais sous la suzeraineté tatare, d'abord. Oui, sous la suzeraineté mongole, qui domine l'ensemble. Et c'est très intéressant de saisir combien cette histoire est longue et surtout une histoire riche d'interprétations avec énormément de récupération. Il faut faire intervenir les tsars. À Kiev, le 14 septembre 1911. Ce serait ici, Votre Majesté impériale, que Vladimir le Grand se serait converti au christianisme. Dans ce monastère, Pierre Arkadievitch? Ma foi, sire, on manque de certitude. Possède-t-on jamais de certitude? En histoire, bien entendu. Foi de Stolypine, aussi vrai que j'ai l'honneur d'être le Premier ministre de Votre Majesté impériale, les historiens futurs posséderont une certitude. Et laquelle? Ils sauront que le peuple russe trouva sa part de bonheur sous le règne de Nicolas II. Dieu vous entende, Pierre Arkadievitch. Dieu vous entend. Nous étions en 1967 dans la tribune de l'histoire, l'émission de France Inter. Pierre Gonod, les tsars, depuis Moscou, récupèrent cette histoire et insèrent Vladimir, donc celui qui a christianisé la Russe de Kiev, dans leur histoire nationale. Tout à fait. Alors juste pour faire écho à cet extrait, en 1911, Pierre Stolypine, qui est effectivement le premier ministre réformateur à poigne de l'Empire russe, va se faire assassiner à Kiev. Et donc, on considère que après sa disparition, le pouvoir perd un peu la main. Et effectivement, avec la guerre de 14, là, c'est l'effondrement. Mais bon, revenons à l'époque ancienne. Là, le scénario qu'on va élaborer en Russie, ça se passe avec Ivan le Terrible. C'est-à-dire que Ivan le Terrible est un jeune homme de 17 ans, même pas 16 ans et demi, qu'on va couronner tsar, c'est-à-dire empereur du monde chrétien, puisqu'il n'y a plus d'empereur. Constantinople est tombé un siècle plus tôt. Donc d'un côté, on va revendiquer cet héritage byzantin et on va essayer de dire qu'il vient de la Rousse de Kiev. Alors comment est-ce qu'on noue tous ces fils ? Eh bien, grâce à un intermédiaire. C'est-à-dire, il y avait Vladimir qui a opéré la conversion, mais qui était un simple prince de Kiev. Par contre, un de ses descendants assez proches, Vladimir Monomaque, lui était issu d'une union entre un prince de la Rousse et une princesse byzantine dont on ne sait pas exactement qui elle était, mais qui était de la famille des Monomaques. Il y a donc un empereur byzantin, Constantin IX Monomaque. Alors la chronologie colle pas tout à fait, mais va s'imposer une légende que le dit Constantin IX Monomaque avait envoyé à Vladimir Monomaque, alors que les dates correspondent pas, une couronne impériale. Sa couronne impériale, et que Vladimir Monomaque s'était déjà fait couronner à Kiev, ce qui est pas du tout vrai. Donc le couronnement impérial d'Ivan le Terrible comme tsar ne serait qu'une restauration. On reprend
le fil. Et donc, effectivement, à partir de là, on a un empereur russe. Et jusqu'en 1917, jusqu'à l'abdication de Nicolas II, ce système, cette Russie des tsars. Alors évidemment, la dynastie, la première, s'éteint très vite, puisque Ivan le Terrible est le premier tsar. Son fils Théodore, Fiodor, lui succède et meurt sans enfant. Après, ça va être douloureux. Il y a Boris Godunov, ça marche pas. Il y a Chouïski, ça marche pas. Et finalement, ce sont les Romanov qui ramassent le prix, on pourrait dire, avec Michel Romanov en 1613. Et de là, on va jusqu'à Nicolas II. Alors même si la dynastie, on n'est pas très sûr qu'il soit fils des uns des autres. Bon, il y a tout un tas d'anecdotes croustillantes à ce sujet, en particulier sur Catherine II. Mais on a une deuxième dynastie, la dynastie des Romanov, qui revendique cet héritage impérial, qui a un vague lien dynastique puisque la première épouse d'Ivan le Terrible était une Romanov, et c'est ainsi qu'on a donc cet empire russe et cette dynastie impériale. Et dans cet empire russe, cette dynastie impériale, il y a donc cette revendication est complexe, et c'est passionnant de voir le cheminement comme ça de la récupération de la Russe de Kiev et de Vladimir et de toute cette histoire, mais cette récupération qui dépasse l'empire des tsars et que nous retrouvons récemment. Le prince Vladimir restera dans l'histoire comme l'unificateur et le défenseur des terres russes, comme un politicien visionnaire qui a créé la base pour un État fort, uni et centralisé. Alors c'est Vladimir qui parle de Vladimir, c'est Vladimir Poutine en 2016, donc c'est très récent, qui inaugure à Moscou une statue de Vladimir qui pourtant a été baptisée pas du tout là. Enfin, c'est d'ailleurs la plus grande statue de Vladimir hors de Kiev. C'est une récupération. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait à Kiev, depuis déjà le milieu du 19e, une très grande statue dominant le Dniepr, qui d'ailleurs a réchappé à tout, même aux Allemands, et qui est toujours là, je pense, enfin peut-être plus aujourd'hui, à cause des événements très récents. Et donc cette statue était évidemment liée au fait qu'on allait célébrer en 1888 les 900 ans de la christianisation de la Russe, ce qu'on a fait d'ailleurs en grande pompe. En 1988, à la toute fin du régime soviétique, on l'a fait aussi. Donc il y avait ça avec cette idée que Kiev était quand même le point focal. Et là, effectivement, le régime de Poutine, qui adore les monuments, les statues, etc., a inauguré en grande pompe c'était prévu pour 2015 parce que Vladimir est mort en 1015. Donc c'était le millénaire de sa mort. Et donc une statue à Moscou, il n'a jamais mis les pieds, évidemment, puisque Moscou n'existait pas en 1015. Et finalement, elle a été inaugurée avec un peu de retard en 2016, en grande pompe, et pas très loin du Kremlin. Donc c'est vraiment une revendication. Il est à nous. Oui, parce que là, nous avons cette histoire qui est évidemment récupérée, riche de symboles. Constantin Zuckerman, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, l'Université Paris Sciences et Lettres. D'ailleurs, vous aussi, Pierre Gonod, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur à Sorbonne Université. Aujourd'hui, quand vous regardez l'actualité, et notamment les mots utilisés, les discours qui viennent du Kremlin, vous voyez cet écho à cette histoire très lointaine qui peut nous étonner, qui ressurgit avec des Vladimir, avec de la Russe de Kiev. L'histoire en Russie était toujours politisée et sous le règne de Poutine, ce n'est pas différent. Mais dans ce contexte, justement, je voudrais évoquer une histoire véridique et très peu connue, bien qu'elle est attestée et authentique. C'est la recherche par Poutine d'une première capitale de la Russie. C'est tout le début de son règne, donc il y a une vingtaine d'années, que Poutine a été confronté à un querelle plus administrative que scientifique. Le chef de l'Institut de l'histoire russe, donc le chef de l'histoire russe, il faut dire les choses comme elles sont en Russie, a décidé de chasser de son institut tout un département
qui s'occupait de la plus ancienne histoire russe, car cet institut soutenait l'origine varègue de la Russie. Et alors, Poutine, comme Staline dans son temps, a invité des savants pour une réunion. Il a accueilli les plus importants spécialistes de l'histoire russe ancienne et accrédité à l'époque la thèse de la première capitale russe qui soit Ladoga. Ouais. Et s'il était resté là, peut-être les événements d'aujourd'hui ne se seraient pas passés. Merci beaucoup Constantin Zuckerman de cet écho encore très contemporain à cette histoire lointaine. Et merci aussi à vous Pierre Gonod, je rappelle, Novgorod, l'ouvrage que vous publiez aux éditions du CNRS, où il y a beaucoup d'archéologie justement, parce que tout ça est en écho avec toutes ces sciences qui nous permettent de comprendre le passé. Merci beaucoup à vous deux d'avoir joué ce jeu d'écho du passé dans l'actualité. Voici Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Nos ancêtres étaient-ils des esclaves ? Dans une autre chronique, j'ai évoqué l'histoire de l'esclavage dans les colonies françaises au XVIIe et XVIIIe siècle en parlant du Code noir. Aujourd'hui, j'aborderai la question de l'esclavage au sens le plus large du terme. Pratiquée dès les débuts de l'humanité, cette forme de domination sociale se caractérise par le fait que des individus ont le pouvoir de contraindre d'autres individus à les servir en les privant de leur liberté. Dès la plus haute Antiquité, des esclaves furent utilisés en Mésopotamie, en Inde, en Égypte, en Chine, pour remplir des tâches domestiques, mais aussi dans l'agriculture et pour les grands travaux de construction. Quand on parle de la démocratie athénienne, il faut savoir qu'au IVe siècle avant notre ère, Athènes comptait près de 250 000 esclaves, soit 1 habitant sur 2. Aristote a même justifié l'esclavage dans son fameux texte sur la politique. Il est évident qu'il y a par nature des hommes qui sont libres et d'autres qui sont des esclaves, et que pour ceux-ci, la condition servile est à la fois avantageuse et juste. Sous l'Empire romain, les esclaves représentaient encore près de 40% de la population. Les enfants des esclaves étaient esclaves dès leur naissance. Les prisonniers de guerre, les criminels, les citoyens déchus de leurs droits ou les enfants abandonnés pouvaient être privés de leur liberté, de même qu'un Romain pouvait effacer une dette en devenant l'esclave de son créditeur. La chute de Rome ne mit pas fin à l'esclavage, mais des formes nouvelles sont apparues au Moyen Âge. Étant donné que l'Église chrétienne interdisait de priver d'autres chrétiens de leur liberté, seuls les païens pouvaient être asservis. La coutume de transformer des prisonniers en esclaves persista à l'époque carolingienne aux marges de la chrétienté. Tel fut le sort des Saxons, vaincus par Charlemagne, et des guerriers slaves vaincus dans les Balkans. C'est par référence à cette population slave que le mot « esclave » fit son apparition dans la langue des Francs. Il faut également évoquer la traite orientale, c'est-à-dire le commerce régulier des esclaves qui étaient capturés en Afrique subsaharienne, puis vendus par des chefs de tribus africaines ou des marchands arabes et européens à des maîtres qui résidaient dans les pays musulmans ou chrétiens. Bien que l'Église ait interdit la pratique de l'esclavage entre chrétiens, de nouvelles formes d'asservissement sont apparues au Moyen Âge. La plus fréquente fut ce qu'on appelle le servage. Baptisé et chrétien, le serf n'était pas la propriété d'un maître. Même s'il devait une stricte obéissance à son seigneur, lui payer de multiples redevances et travailler gratuitement sur ses terres, le serf pouvait témoigner en justice et passer des contrats plus ou moins librement. Il possédait souvent une petite parcelle de terre, dont il pouvait vendre les productions. Dans le royaume de France, le servage s'atténua au cours des siècles, mais il ne fut définitivement aboli qu'au moment de la Révolution française. Conclusion : si l'on donne au mot « esclave » son sens le plus large, il n'est pas tout à fait absurde d'affirmer que la grande majorité d'entre nous ont eu des ancêtres qui ont connu, à des degrés divers, des formes d'esclavage.
Merci pour cette précision, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne-Tocienne Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrins. Cette émission, ainsi que toutes les précédentes, sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli